Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, nous voilà à notre rendez-vous du vendredi et toujours à la même heure. Donc, nous voici fidèles à cette rubrique du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société moderne. Pourquoi dénoncer justement? Parce que nous croyons simplement que dénoncer les abus dans toutes leurs formes est un devoir de citoyen, parce que nous croyons qu'il reste de notre devoir de tirer l'alarme sans gêne aucune pour dénoncer et détourner les regards des responsables, de ceux qui ont prêté serment d'être loyaux envers les citoyens de cette ville, de cette province, de ce pays. Donc tenter de détourner leur attention vers l'inacceptable, réveiller leur conscience. Savez-vous que celui qui vous cite vos défauts n'est pas votre ennemi réel, c'est celui qui vous voit dans le tort et il vous applaudit. Donc, vous comprenez pourquoi nous, qui rejettons toute forme d'injustice, on ne vous applaudit pas encore, mais on souhaite le faire une fois que la justice prenne le devant, une fois que le respect et l'égalité reprennent le devant et se proclament finalement vainqueurs. Donc, vous savez peut-être que ce n'est pas tout le monde qui sont là. Donc, ça veut dire, je veux dire par là, pleinement conscient de ce qui se passe autour d'eux. La fonction, le poste, les préoccupations, les intérêts individuels, les affaires, tout ça et d'autres, bien sûr, éloignent nombre de nos politiciens à saisir les difficultés et les soucis des citoyens, de la société, de la vie tout court. Donc, l'homme qui est la base et le centre de cet univers souffre et se voit perdre progressivement ses droits fondamentaux. L'enjeu politique est devenu abstrait, celui de l'économie, il a pris tout un autre virage destructif. Une grande partie du budget de l'État s'oriente vers l'armement et l'imitation de grandes puissances militaires qui se voient dans l'impasse et probablement vers des crises encore plus graves. À notre niveau, citoyens, bénévoles, militants, voilà comment le devoir nous interpelle à agir, chacun selon ses moyens disponibles, selon l'effort. Et si vous n'avez aucun moyen, aucune capacité, des fois le regret de ne pas pouvoir le faire s'ajoute. Mais le pire, c'est de ne pas se tenir compte de l'autre. Et pourtant, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, l'autre est bel et bien vous. Notre invitation demeure toujours ouverte. Donc, si vous êtes victime ou témoin d'une injustice, d'un abus de pouvoir, cet espace est réservé uniquement pour vous, vous seul. Appelez-nous au 514-273-4302. Donc, je répète, 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@mage-québec.com. Je répète, info@mage-québec.com. Restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous allons écouter le témoignage d'une personne qui croit sincèrement que chacun de nous, chers citoyens, devra faire sa part pour que les choses changent autour de nous, pour le bien et le meilleur de notre avenir, sinon celui de nos enfants. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux
dont on est sans nouvelles, disparu, volatilisé. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc directement, je vous présente notre invitée d'aujourd'hui, Madame Francine Clément. Donc bonjour Madame Clément. Bonjour à toi. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous cache pas le fait de vous avoir choisi à cette dernière émission de l'année 2010 pour justement alimenter notre énergie par votre franc-parler et votre volonté toujours positive. Donc et apte, si je peux l'exprimer, à se renouveler en tout moment. Donc vous êtes né, si je ne me trompe pas, à Montréal en 1945, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et vous avez grandi dans la reconstruction, et si on peut le dire aussi, plutôt sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale. Pouvez-vous, ça veut dire que vite, pendant même votre enfance, vous avez senti la nécessité de venir en aide aux autres, et vous pouvez nous dire, si vous voulez, dans quelle atmosphère vous avez vécu votre enfance et comment cette nécessité de tendre la main à l'autre s'est manifestée chez vous, madame. Moi, c'est manifesté, je crois que je suis née avec. Je suis pas capable de voir les gens autour de moi souffrir de toutes ces formes. Et puis, je suis contre les injustices, que ça soit sociale, morale, psychologique. Je suis contre toutes les formes d'injustice dans la vie. Oui. Et j'ai commencé à me positionner à l'âge de 11 ans, parce que j'ai été éduquée à Saint-Henri, un quartier très pauvre et ouvrier, et oui, dans le vrai sens du mot. Donc, j'ai même fait ma première contestation à l'âge de 11 ans. De 11 ans? À 11 ans. Pouvez-vous nous dire... J'ai pris position, puis j'ai fait une contestation. Oui. Pouvez-vous nous dire... C'est qu'il y avait... On était des enfants, puis on jouait, comme dit si bien un humoriste, oui, Yvon Deschamps, qui dit... 52 mains qui sort, puis oui, on joue à la cacane. Fait que nous, dans le milieu ouvrier, c'est pas vrai qu'on était soyés comme les gens d'Ouestmont. On avait la cacane, on jouait à guenilles brûlées, puis etc. Et là, sont venus un groupe d'étudiants en réécrologie de l'Université de Montréal
qui venaient sous le prétexte de nous montrer comment jouer. Voilà. Et moi, j'ai pris toute ma gang d'amis, puis j'ai dit, on s'assoit, mais qu'il arrive, qu'il n'y a pas personne qui bouge. On ne joue pas. On a nos jeux. Et là, j'étais porte-parole du groupe d'amis. Ça, c'est à l'âge de 11 ans. À 11 ans. Voilà. Et là, j'ai dit non, il ne nous montre pas comment jouer. On sait jouer à notre façon, oui. à nos jeux. Oui. Donc, allez-vous-en parce que personne ne va jouer ici. Et voilà. Puis, c'est étranger. Ça me fait rire parce que ça me rapporte à 8 ans quand je restais à Chilliwack, Oui. à Colombie-Britannique, sur une base militaire. C'est qu'on était à l'école, puis nous, on vivait dans une base militaire. Parce que votre père était militaire, j'imagine. Hein? Mon père était MP dans l'armée. Ah oui, là, c'est ça. Et puis, on vivait tout le temps sur des bases militaires. Oui. Et puis, à un moment donné, il décide, la direction de l'école, de nous faire prendre la 2e autobus, toute la base militaire, puis on est 90% de jeunes francophones. Francophone, oui, oui. dont on passait déjà, j'étais consciente qu'on passait les Anglais avant les Québécois, là. Oui. Fait que moi, j'ai dit à mes amis, on prend pas un 2e autobus. Je suis allé voir le directeur, qui était parlant au chauffeur. J'ai dit à personne qui prend l'autobus, puis vous nous remettez dans la première autobus. Ils ont dit, mais on peut pas faire ça. Ben, j'ai dit, vous le faites pas. Nous, l'autobus va être vide parce qu'il y aura pas personne qui va la prendre. Ah, fait qu'on s'est mis à marcher, moi puis mes amis. Et vous avez laissé l'autobus? On n'a pas appris l'autobus. Ah, Puis quand l'autobus a passé, on s'est caché dans le fossé. Pour pas qu'ils nous voient. Ouais. Mais Madame Francine Clément, vous avez aussi vécu de la misère, un peu de pauvreté aussi dans ces temps-là. Oui, quand on est revenu de Vancouver, de Chilliwack, en fait, ouais. Mon père, il attendait sa pension des vétérans, puis on était quand même 9 enfants chez nous. Ah, mais, oui. Et puis, on était plus qu'à notre tour de pas manger, puis de pas avoir de Noël, de pas avoir de cadeaux. Ouais. Assez que moi, à un moment donné, j'ai voulu aller faire un vol parce qu'on restait sur la rue des Linelles puis Notre-Dame. Et puis, il y avait le Saint-Hubert Barbecue qui était sur le coin. Oui. C'était le 24 décembre. Et je voyais mes parents, mes soeurs, mes frères qui avaient rien à manger. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais aller voler des poulets. Mais quand je me suis rendu à l'auto de Saint-Hubert, je me suis dit, oh non, le patron, il perdra pas rien, mais l'employé, le chauffeur va être obligé de payer ça, puis il n'a peut-être pas assez d'argent lui-même. À ce point-là, la conscience a été assez réveillée. Oui, c'est pour ça que ma conscience est très réveillée face à l'injustice, face à la pauvreté, oui. face aux démunis, face aux itinérants. Je ne sais pas, je suis né comme ça, j'imagine. Oui. Je suis pas capable de voir quelqu'un souffrir à côté de moi. Vous supportez pas le fait de voir des gens souffrir. Non, et surtout, non. surtout en cas de faim aussi. Surtout de faim. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur mois et qui oh, monsieur. Hein? Et que oui. Que qu'il y a des gens qui ont rien. En 2010. En 2010, il y a des gens qui ont rien. Et puis, vraiment, puis même pas rien pour les enfants, même pas un cadeau même pas une canne de bonbons, une expression. Finalement, nous n'avons pas évolué jusqu'à présent, parce que je me trompe. Non, parce qu'avec les années ont fait que les gens sont devenus individualistes. Oui. Individualiste, puis comme un terme anglais le dit si bien, me, myself and I. Oui. Fait que la personne à côté est rien, ça les importe peu. Oui. Ça les dérange pas, eux autres, ils ont le ventre plein. Et moi, Noël, pour moi, c'est pas Noël. Ça n'a jamais été Noël. Il y a un Noël, et où est-ce que je suis heureuse à Noël, moi? Oui. C'est quand j'aide. Quand je rends de la joie dans le cœur à quand vous tendez la main à quelqu'un d'autre, c'est oui, ça? Ça, c'est mon Noël. Oui. Ça, c'est une valeur chez vous depuis... depuis toujours, je pense. Oui, j'ai tout...
Et c'est pas évident, mais c'est la vie. On va revenir à ça, mais vous pouvez me dire, Madame Francine Clément, vous avez occupé plusieurs fonctions. Par exemple, je vous cite quelques exemples. Vous avez travaillé comme gouvernante d'hôtel, vous avez travaillé dans le milieu hospitalier, aussi responsable de résidence à l'université de McGill, directrice de garderie et bien sûr d'autres. D'abord, si vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes toujours orienté vers des telles fonctions. Ça veut dire autrement dit, est-ce que c'est un choix de votre part ou bien plutôt les circonstances qui vous ont conduit vers cet emploi, ou ces emplois plutôt, et pratiquement, ils sont tous de côté humanitaire, si je me... Oui, c'est un choix. C'est vous qui avez choisi de s'orienter vers pour tendre la main. Voilà, même vous travaillez, mais vous voulez travailler à côté d'un milieu chaleureux, que vous arrivez à aider l'autre. Oui. Et même si j'ai eu des postes de direction, j'ai toujours considéré mes employés comme mon égal. Oui. S'ils n'étaient pas là, moi, j'avais pas d'emploi. C'est comme ça, j'ai vu ça. Et puis, j'étais à leur service aussi dans le sens que j'étais à l'écoute. Il y avait un besoin, j'étais à l'écoute, je pouvais y répondre, je répondais. Oui. C'est sûr que ma position comme directrice, j'étais assis entre deux chaises, la haute direction puis les employés, mais ça m'empêchait pas d'être humain avec mes employés. Puis ils me le rendaient bien. Oui. Il me le rendait très bien. Même, je pense qu'à un moment donné, vous avez dirigé une résidence pour personnes âgées, si je ne me trompe pas. Une résidence de personnes âgées, oui. J'ai laissé le milieu hospitalier pour ouvrir ma propre résidence de personnes âgées, pour qu'ils soient traités plus justement. Humanitaire, oui. Parce que le monde ne le savent peut-être pas, mais c'est pas si rose que ça. Les résidences. Oui. Et puis moi, je les sortais, il y avait des activités. Ils étaient jamais laissés isolés dans leur chambre. Oui. Et moi, c'était en famille. Puis je n'avais 9, puis je m'en occupais de tout le groupe. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que des gens, les personnes âgées ou l'âge d'or, ils ne méritent pas une fin aussi triste aussi, non? Non. Ils méritent mieux que ça, parce qu'il faut pas oublier que si on est là, c'est grâce à eux. Parce que les personnes âgées, ils ont défriché. Ils ont donné à leurs enfants. Oui. Et puis, on les oublie trop souvent aussi à Noël. Oui. On va les voir pour patcher. Et on va les voir, ils vont aller voir leurs parents parce que j'en ai vu. Quand ils ont besoin d'argent. Oui. Ils vont aller voir leurs parents dans les résidences. Quand ils ont besoin d'aide ou qu'on ne sont pas mourir en espérant d'avoir un héritage. C'est de là où je dis que les injustices, j'en ai vu de toutes ces formes. Vous disiez ça, c'est une injustice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que l'État devra s'intervenir ou quoi? L'État pourra offrir... Si par exemple, vous savez, si par un fils ou un membre de famille, il s'en fiche carrément de ses grands-parents ou des parents, ça revient au rôle de l'État de s'intervenir ou quoi? Ça devient l'État d'intervenir pour faire sensibiliser. Oui. Et puis, c'est bizarre que j'emmène ça. En Chine, on a un grand respect pour les parents et les grands-parents. Et ça, vous le savez autant que moi. Tout à fait, oui. Et puis, ici, il doit y avoir eu un travail de fait là-bas. Donc, il devrait en avoir un de fait ici aussi. C'est facile de donner un chèque puis faire du patchage, là. Oui. C'est dire, ils ont travaillé, on va leur donner une pension, puis on va les caser dans une bâtisse. Et on ferme la porte et... Oui. C'est ça. Oui. Parce que j'ai vu, quand je travaillais dans le milieu hospitalier, que les tuteurs du gouvernement, on avait une patiente qu'on était obligé de prendre des couches de quelqu'un d'autre parce que le tuteur n'achetait jamais rien. Oui. Puis une tutelle gouvernementale, là, c'est quand même pas facile. Hein? Vous avez eu cette chance-là de travailler avec ces gens-là et vous étiez proche, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti vraiment qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui donne valorisation ou qu'est-ce que... Simplement un mot, l'amour. Leur donner de l'amour. Sur ça, on va faire une pause musicale et on va revenir avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Francine Clément. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le vendredi de fouiller les bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages.
ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur port, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la Cocopon. Pour partir, je travaillerai dans la soute à chapeau. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en dressant un tendis de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil, sera moins pénible au soleil, sera moins pénible au soleil. Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous revenons avec Madame Francine Clément. Et Madame Francine Clément, vous avez eu une grande facilité pour apprendre les langues. D'ailleurs, vous parlez plusieurs langues, français, anglais, espagnol et encore plusieurs. Mais en quoi ce A+ vous a-t-il servi? Ça m'a servi de m'impliquer davantage avec des mouvements. Comme par exemple, je parlais un petit peu haïtien aussi, de créole, mais j'ai tellement pas pratiqué que je l'ai perdu. Vous avez un côté haïtien un petit peu aussi. Ben j'ai aidé beaucoup au peuple haïtien. C'est ça, oui. c'est ça. Oui. Je suis même marraine d'une petite haïtienne. Ah, oui. Excusez. Oui. Mais j'ai travaillé, j'ai été... Donc les langues, ils étaient une facilité pour vous? Oui. Oui. Oui, ben les langues, faut comprendre que mon éducation, ça a un bon puis un bon côté et un mauvais côté, excusez-moi. Oui. Mais j'ai fait toutes mes études en anglais. Oui. Tout. High school, nomme-les. C'est pour ça, d'ailleurs, l'Université McGill sont venus me chercher pour être responsable d'une résidence internationale. Parce que j'avais 3 langues, puis et l'anglais, je pouvais aider les étudiants. Il y avait 350 étudiants internationaux. Mais tout en restant, vous défendez toujours la langue française, j'imagine, au Québec. Oui, parce que c'est mes racines, c'est ma culture, la langue française. Voilà, ouais. Et quand je dis qu'il y a un manquement, parce que j'ai été éduqué en anglais par la force des choses, voilà. Mon éducation, mon instruction, faut préciser, mon éducation familiale était toujours en français dans la maison, même à Chilliwack. Mais l'instruction a été forcément en anglais, c'est ça? J'avais pas le choix parce qu'on n'est pas choyé dans d'autres provinces, malgré que le monde pense le contraire. C'est que moi, j'ai été obligé de m'assimiler à 7 ans d'une école anglaise parce qu'il n'y avait pas d'école française. Donc, j'ai perdu comment bien écrire en français parce que j'ai toujours écrit en anglais, dont on m'a assimilé correct. Tandis qu'ici, les gens, ils ont une école française ou une école anglaise. Mais là-bas, il n'y en a pas. Fait que, les gens sont... Comment je pourrais dire... Ils chialent parce qu'on défend notre langue, puis que des mouvements défendent la langue française. Mais ils savent pas à quel prix moi j'ai à vivre aujourd'hui en faisant beaucoup de fautes en français. Et puis pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'école française là-bas. Et pourtant c'est ta propre langue. Oui, donc revenons, je vous dis que vous parlez plusieurs langues et tout, et je vous ai posé la question, en quoi vous a-t-il servi
Ça m'a servi à rendre service aux autres. Oui. Parce que quand il arrivait des immigrants comme du Chili, Oui. bon, ben, je pouvais... Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est en 76, après le renversement d'Allende. Ah oui, voilà. Quand Pinochet a pris le pouvoir, le salaud. Excusez mon expression. Ben oui, vous avez... Donc, il y avait des vagues, une vague de Chili qui sont... Ah, sont arrivées ici, oui. Puis ces gens-là n'arrivaient pas ici avec des millions, comme tout le monde pense, là. C'est qu'il y en avait même qui venaient de vivre la torture. Oui. Et puis, étaient dépourvus. Mais une chance, une couple d'années avant... Non, après, j'ai fondé une coop d'habitation qui s'appelle Solidarité. Ça, je reviens à ça. Mais donc vous avez des Chili, je pense aussi un camp d'Haïti aussi que vous avez. Oui, Haïti, c'est par un prof que j'avais eu qui était haïtien. Oui. Et puis j'avais fait une thèse sur Haïti d'ailleurs avec la verdure et tout ça. Et puis après ça, je me suis occupée de 3 femmes qui étaient ici illégales et avec l'aide de Jacques Couture qui était ministre de l'Immigration. Qu'est-ce que vous dire illégal? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leurs papiers, c'est ça? Non, il n'y avait pas de papier. Okay. Puis il y en a une qui était enceinte, sont arrivés chez moi pour me demander mon aide et j'ai dit oui. Et après ça, Jacques Couture puis Jean Dorion ont pris la relève au niveau gouvernemental. Oui. Et ces 3 femmes-là, aujourd'hui, vivent au Québec. La tête tranquille, ils sont libres. Voilà. Et puis aussi, je suis marraine d'une petite haïtienne qui j'aimerais retrouver un jour. Je passe son nom en passant, c'est Sabourin, son nom de famille. Sabourin? Oui. Fait qu'il y a Suzanne Sabourin, qui est sa tante. J'aimerais beaucoup, beaucoup retrouver ma fiole haïtienne. Voilà, on le souhaite. Madame Francine Clément, je veux savoir, dans l'action, qu'est-ce que vous apportez à part de l'aide, vous avez cité l'aide à l'immigration, est-ce que vous aidez ces gens-là pour apprendre la langue, est-ce que vous aidez ces gens-là pour, prendre une vie normale ou l'adaptation? Non, rien de tout ça. Oui. Je le fais parce que j'ai un cœur. Oui. Et je sais qu'ils connaissent pas mon pays, le Québec, dont moi je le connais, j'ai des contacts, j'ai les choses qu'il faut pour leur aider. Ça, c'est Haïti. On va prendre une pause publicitaire et on revient avec vous. Une seconde, Matt. Nouveau à Montréal, les matelas orthopédiques. L'original fait au Québec se trouve chez Lidor sur le boulevard Saint-Laurent. Ne vous laissez pas endormir par d'autres matelas. La qualité orthopédique, c'est chez Lidor. Aussi, chez Lidor, lit en métal, en bois, plateforme et literie. Livraison le jour même. Mettez au défi nos spéciaux d'ouverture jusqu'à 50% d'escompte. La nouvelle boutique Lidor, 6552 boulevard Saint-Laurent, au nord de Beaubien. 514-507-8838. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant longtemps. Tant longtemps, une émission de musique rétro agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne, des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps. Tant longtemps, animé par Brady Donissin et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville. Tant longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer. Il se pourrait que le comédien de la pub précédente ait des difficultés à nourrir sa famille. Que la guitariste du dernier morceau diffusé soit une jeune maman qui lutte pour s'en sortir. Ou encore que le fils du présentateur soit un décrocheur. Les personnes dans le besoin passent souvent inaperçues. Voilà pourquoi les 18 Centraides du Québec appuient 1700 organismes qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter leurs difficultés. Donnez-nous le pouvoir d'aider. Visitez donnezacentraide.ca. Ce temps d'antenne est offert par cette station. Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Madame Francine Clément, résidente de la ville de Verdun, si je ne me trompe pas, c'est ça? En plein ça. Voilà. Alors, on reprend un petit peu la discussion. Donc, vous me parlez de l'action vers le peuple chilien. Concrètement, qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce sens-là? Pour le peuple chilien? Oui, pour les Chiliens, là. Bon, j'ai été sensibilisée, comme tout le monde, qu'il y avait un renversement d'Allende. Oui. Et puis après ça, ben j'ai décidé, il y avait des familles chiliennes qui arrivaient. J'ai regroupé des femmes chiliennes avec des femmes québécoises. Ici à Montréal, oui. Ici à Montréal. Oui. Et il y avait un but à ça, c'est qu'on faisait un 5 à 7. Oui. On faisait des petites choses québécoises, puis des empanadas chiliennes. Et puis là, on ramassait des fonds pour envoyer au Chili, Oui. pour aider aux cafétérias populaires. Cafétérias populaires, eux, donnaient des repas aux personnes âgées, aux enfants puis aux femmes enceintes. Oui. Et puis, parce que quand tu as un renversement comme ça, là, c'est pas vrai que c'est facile pour ces peuples-là, là. Tout à fait, oui. Ils n'ont rien à manger, ils sont dépourvus, ils ont toujours peur de se faire arrêter. Les périodes étaient difficiles, donc vous avez senti nécessaire d'agir aussi. Oui, j'ai toujours senti nécessaire d'agir. Mais si je reviens à Madame Francine Clément, dans les années 70, vous êtes, donc 70, vous engagez dans le mouvement de la gauche, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à s'engager dans un tel mouvement? Et plus précisément, c'est-à-dire concrètement, quelles sont les œuvres que vous avez réalisées dans cette période 70-75? En 70-75, j'étais de la gauche, oui, j'ai pas peur de le dire, j'en suis très fier. Très fier parce que le Québec, c'est québécois, c'est français, et il y a des gens qui luttaient fort, très fort, et ont donné leur vie même pour la cause. Et moi, j'ai fait mon bout de chemin dans ça sans regret. Et puis, ça serait recommencé, comme dit si bien Paul Rose, je recommencerai encore. Et puis, là, j'ai aidé aussi à travailler dans une clinique populaire qu'on appelle. C'était pour sensibiliser les enfants. On les prenait dans la rue, puis avec des médecins, des infirmières, tout le monde, on leur montrait des vidéos. Dans le temps, c'était des diapos. On leur montrait ça. On leur montrait quand ils ont de l'argent d'aller s'acheter une pomme plutôt qu'une barre de chocolat. J'ai aidé à des familles. Mon mari en faisait partie d'ailleurs. On a aidé une famille qui était pleine d'une maladie d'impétigo. On les embarquait dans l'auto pour les emmener à la clinique parce que tout le monde avait peur d'attraper la maladie. Oui. Et puis, j'ai travaillé pour les avocats populaires pour aider des causes dans tous les domaines. Les gens qui sont sur le bien-être, qui risquaient de perdre leur logement. Oui. Des gens qui recevaient un montant qui était sous le seuil de la pauvreté. J'ai aidé dans différents niveaux comme ça. J'ai aidé à fonder une coop qui s'appelle la coop Solidarité. C'est ça, je viens vous poser la question parce que j'avais pris note. Je veux... attention, tout ce que vous avez fait, c'était à titre de bénévole. Toujours. C'est militante et c'était parce que c'est un sentiment qui vient de vous. Oui. C'est ça. Et je reviens à l'histoire de la coop. Donc, vous avez toujours eu cet esprit coopératif, si je me trompe pas. Et vous avez vous-même fondé vers les années 80, si j'ai bien saisi, une coopérative d'habitation pour réaliser en tout petit ce projet que vous n'avez pas pu le vivre. C'est celui du partage de la vie commune en toute égalité dans le respect de l'autre. Donc, vivre ensemble en harmonie, en paix, pensez-vous que vous avez réussi dans ce projet à atteindre votre objectif ou non? Oui. Oui, et puis je suis très contente parce que c'est vrai que des coops, ça fonctionne pas toujours bien, oui. Mais dans les coops, si tu arrives à faire des bonnes réunions, des fêtes où que tu peux apprendre à te connaître entre eux, les gens peuvent se connaître entre eux, organiser des fêtes ensemble comme Noël, puis s'échanger un petit quelque chose, respecter les lois aussi de la coop, parce qu'il y a quand même des comités dans ça, comité bon voisinage, comité... C'est une petite société, hein, ça, oui, avec toutes ces lois et ses droits et tout. Oui. Mais cette coop-là, elle a une raison d'être, puis n'a pas été mis comme ça sur pied. C'est ça, je voulais vous poser la question. Comment le projet est venu comme ça? Le projet est venu avec le pas pire, puis avec Marcel de Pointe-Saint-Charles du logement.
Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a choisi des familles qui avaient eu des engagements dans leur vie. Quand je dis des engagements sociaux, que ça soit militer pour les femmes, il fallait qu'ils aient milité. Ah, ça avait un choix, là, oui, c'est ça. Oui, c'était une sélection, ça avait été voté en comité. Il fallait que ces gens-là aient une base de militantisme, parce qu'on fondait une coop Solidarité. Vous avez un point commun, c'est ça qui vous rassemble. Oui. C'est ça, voilà. Et puis, un point commun où ce que chacun, on sait qu'on va donner de soi. Voilà. Et puis quand même, t'avais toutes sortes de nationalités dans ça. T'avais des Nicaragua, t'avais un Cambodgien avec sa famille, t'avais des Québécois, t'avais des Chiliens, t'avais plein de nationalités. Et dans toute cette différence-là, vous avez réussi quand même à créer un climat de vie et de paix et de respect et tout. Oui, je vais ouvrir une parenthèse. Il y avait tellement de respect qu'à un moment donné, Carmen Cantara, comme j'avais aidé aux Chiliens, le mouvement chilien m'appelle pour demander de l'aide parce que Carmen Cantara s'est fait brûler dans son pays, puis elle était à l'hôpital, mais sa famille s'en venait ici. Fait que quand ils m'ont appelé pour de l'aide, pour trouver un logement, des choses pour la famille, j'ai dit, je vous rappelle. Donc, j'ai été voir toute la coop, les femmes chiliennes. Consulter, tu veux dire? Oui, j'ai dit, on va faire une réunion. Moi, j'ai donné un bout. Maintenant, vous êtes très à l'aise, bien stabilisés. Je vous donne le dossier. Et ils ont pris le dossier ensemble et ils ont aidé à la famille Cantara. Voilà, donc si vous me permettez, il y a Madame Francine Clément, résidente de la ville de Verdun. On va prendre une pause musicale et on va continuer notre entrevue. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre, deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. So long gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout
vacances éternelles. Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes toujours avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Francine Clément, une résidente de la ville de Verdun. Madame Clément, vous nous avez parlé, vous avez fait part de votre part d'engagement dans le mouvement de la gauche dans les années 70 et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la politique d'aujourd'hui? Elle est pourrie. Pourquoi vous disiez ça, madame? C'est que je suis en colère face à Charest en ce moment. Pour la simple raison qu'il veut imiter son ami Trudeau comme il a fait en mesure de guerre en 70. Mais sauf que maintenant, Charest est en train de faire peur au peuple québécois en les intimidant, en leur faisant peur, en leur disant que le RRQ est violent. Le RRQ utilise une feuille avec un patriote dessus. Oui. Donc, un patriote, il est violent. C'est partout depuis 1837 qu'on semble être un peuple violent, le Québec. Mais non, on n'est pas violent, M. Charest. Et moi, je vous dis, retournez dans vos livres d'histoire, allez apprendre l'histoire des patriotes, puis arrêtez donc de faire peur au peuple québécois comme vous le faites. Parce que le RRQ, je précise, RRQ n'est pas un mouvement de violence. C'est un mouvement qui défend la langue française. C'est un mouvement où ce que le peuple québécois est de plus en plus se tient et se réunit. Oui. Et moi, je dis juste un mot. Vive le RRQ et vive toute la gang et vive Patrick Bourgeois. Si on n'aurait pas des gars et des filles comme eux, on n'irait pas loin. Et puis, je trouve qu'on arrête de faire peur au peuple québécois. La peur a été enterrée en 1970. Il y a des bonhommes qui sont allés en prison pour montrer au peuple québécois d'arrêter d'avoir peur. Donc, laissez-vous pas intimider par des grandes paroles de M. Charest. Son Charest, ou bien... voilà. Et ça gagne. Maintenant, j'aimerais bien vous parler aussi, Madame Francine Clément. Vous avez travaillé aussi conjointement à titre de bénévole avec le service de la SPVM. Donc, si j'ai bien compris, vous avez essayé de jeter un pont entre les citoyens et les policiers, un pont de confiance. Avez-vous d'abord réussi à le faire, et si oui, pourquoi? Et dans quelles circonstances? Et en quel moment aussi? C'est que dans Verdun, il y a moins de viols puis de vols qu'ailleurs parce que les policiers sont plus... ils s'engagent plus. Il y a une policière, Nathalie Laverdière. Oui. Elle a fondé un mouvement qui s'appelle Mouvement Action Justice. Oui. Excuse-moi, parce que je suis dans le mouvement Action Justice. Je voulais juste souligner aussi ça s'appelle Protection des citoyens de Verdun. Oui. J'ai été présidente dans ce mouvement-là. Et ça vient en aide aux gens, aux citoyens de Verdun. Comment se protéger pour pas se faire voler, avoir des bonnes barrures, savoir se protéger. Ça c'est en quelle année, ça? Oh, ça fait 6 ans. 6 ans? Oui. Ah, c'est pas loin de là, oui. Et puis, je trouve cet organisme-là très bonne. Mais vous avez travaillé conjointement avec les policiers? Oui, parce que nos bureaux étaient dans le PDQ 16, en arrière des policiers, dans un bureau. Et puis, aussi, j'ai fait 15 semaines de cours avec la police de Montréal. Bien, oui. À IPC, qui appelait dans le temps. Et j'ai fait 3 cobras. Donc, je suis pas en guerre contre les policiers. Ben, mais il y en a, comme dans la société, il y en a des bons, puis il y en a des pourris.
Tout à fait. Et puis, comme je suis allée aussi, où je dis, moi, j'étais dépourvue, j'ai eu 2 coups de matraque. C'est ça que je voulais savoir. C'est-à-dire, de tout le côté, vous avez eu soi-disant une assurance, c'est-à-dire, vous avez senti tellement à l'aise de travailler avec les policiers et tout, de se reprocher. Exactement. Et vous gardez toujours l'image comme quoi, et vous le disiez même, il y a des très bons policiers, je suis d'accord avec vous, mais il y avait un événement, un incident qui s'était passé. Voulez-vous nous raconter cet incident-là qui vous a quand même éloigné un petit peu, il a perdu un petit peu cette assurance-là, si je ne me trompe pas? Ben, j'ai pas perdu l'assurance au corps policier comme tel, mais j'ai perdu, je les vois plus du même œil. Voilà. Parce que je suis allé d'une manifestation en novembre passé, pas de cette année, l'année passée, quand Charlie Brown y est venu ici, là. Les oreilles à Charlie, le fils de la reine. Et là, moi, avec le temps, je vieillis comme tout le monde. Donc, je suis cardiaque, diabétique, puis... Vous se déplacez difficilement aussi. Oui, j'ai de la misère avec mes jambes un peu, aussi, oui. Pas un peu, beaucoup, là. Donc, finalement, je suis avec les manifestants. Et puis, t'as 2 barrières d'anti-émeute de chaque côté, mais t'es pris en souricière. Et moi, je gueulais comme tout le monde, puis je manifestais, puis avec ma tuque des patriotes sur la tête. Comme d'habitude, oui. Et puis, là, j'ai vu que je filais pas bien. Oui. Mais j'ai dit, Francine, pense vite, faire quelque chose. C'était soit mon cœur qui était fatigué, ou soit que mon diabète avait baissé à cause que je donnais beaucoup dans la manifestation. C'est-à-dire vous ne pouvez pas rester, vous n'avez pas pu résister à rester au milieu de... J'ai pas pu à cause que, il y a bien des raisons à ça, il y avait ma santé. Mais il y avait que, j'ai dit, si je tombe parmi la foule, ça va donner une bonne occasion aux anti-émeutes de rentrer et de dissoudre le groupe. Donc, Francine, tu vas utiliser de ta tête, tu te retires du groupe. Fait que j'arrive à la ligne d'anti-émeute et j'ai dit, moi, je suis cardiaque, diabétique. Vous parlez à qui? Vous dites ça à qui? Aux policiers d'anti-émeute. J'ai dit, moi, je sors du rang. J'en peux plus rester ici, il faut que je sorte. Non, il faut que je sorte, je vais faire la planche. Mais il a vu quand même votre visage qui était blanc. Ah oui, mais lui, il l'a pas vu. Il m'a donné un coup de matraque. Il dit, moi, je t'ai dit de reculer. Il me flanque un coup de matraque dans l'estomac. Là, je me choque comme tout être humain, je le regarde en plein visage et je dis, mon tabarnak. Vous êtes quand même âgé, quand même, pour un coup. Ah, écoute, mon coup était fort, là. Ah, lui, pas content de se faire sacrer après. OK, moi, j'ai mal agi en lui disant ça. Mais lui, pas content, il me flanque un autre coup. Il redonne un autre coup. Un autre coup dans l'estomac, mais cette fois-là, était plus forte parce que mon souffle a coupé. Je me sentais le corps shaky. Et là, je cherchais mon souffle, je le cherchais. Mais l'autre anti-émeute qui était à côté de lui, il a fait signe aux policiers de venir me chercher et de me sortir de la foule. Parce que c'est sûr, soit je prenais une crise de cœur ou je tombais en coma diabétique, là. Et puis, là, finalement, je voulais pas que le groupe, j'aimais mieux me retirer que le groupe soit dissous. Parce que c'était décidé, cette manifestation-là. Et là, l'autre chose que j'ai vue, c'est épouvantable. Moi, je reçois 2 coups de matraque à l'estomac, mais il y en a un autre qui reçoit un coup sur la tête, on lui rouvre le front. Et il n'y avait pas personne. Il était dans le même groupe que vous, c'est ça? Oui. C'était toutes sortes de monde, là, de la gauche. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on disait que les manifestants étaient violents. Faux, j'étais là. Et je ne suis pas violente. Là, je ne vois pas du tout, Et puis, là, je vois ça. J'ai dit, où est la violence? C'est un prétexte de faire peur encore au monde et de dire aux gens, voyez-vous, c'est une gang de malades, ils sont violents. Il n'y avait rien de violent. La seule violence qu'il y avait, c'est des slogans. Dis-moi où ça fait mal, le slogan. C'est moins pire qu'un coup de matraque, là. Tu comprends? C'est que non, j'ai plus la même vision que j'avais sur... Mais vous l'avez, Madame Francine, vous l'avez même bien dit qu'il y avait quelqu'un qui vous donne un coup et un autre qui vous soulève. Donc il y avait 2 sortes de policiers, 2 images qui sont malheureusement contradictoires. Ce que je veux savoir, est-ce que vous gardiez un sentiment de cet incident-là?
Oui, je garde un sentiment qui devrait regarder le visage. J'ai quand même pas 20 ans. Ouais. Ça paraît dans mon visage. Puis j'ai un visage qui parle. Je suis vrai. Je disais vrai. Ouais. Et lui, il voulait rien entendre. Ouais. Mais non, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient et se présente devant vous, il vous dit, écoutez, madame, j'étais brutalisé par les policiers, est-ce que vous le croyez? Oh oui, je le crois. Ouais. Oui, mais ça dépend, il y a deux côtés de médaille, mais ça dépend quel policier. Parce que quand ils m'ont emmené dans un coin, le policier me parlait puis il m'expliquait des choses. Et lui, au moins, il était abordable. Mais l'autre, non. L'autre, il frappait. Oui. L'autre, ta. C'est étrange. Écoutez, on va faire une petite pause musicale et on va finir avec Madame Francine Clément, résidente de la ville de Verdun. À 2 pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À 2 pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Oh non, ne me dis rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle. Quand on dit bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait ton amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, mon doudou de velours, je ne crie. Je vais quand même essayer de profiter aussi, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Madame Francine Clément. Je sais que chacun de nous a un rêve. Quel est le vôtre? Qu'il y ait plus de justice sociale dans la société. Ouais. Qu'il y ait plus de solidarité entre les gens. Et que, vu qu'on est à veille de Noël, les gens, là, donnez un coup de main. Ouais. Pensez aux personnes âgées, pensez aux familles défavorisées que vous avez autour de vous, dans votre famille. C'est quoi Noël? Noël, c'est censé être un Noël blanc et non pas un Noël individualiste. Et la société, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, mais pensez aux autres. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, donnez. En plus de ça, moi, je finis en disant à la société, arrêtez d'avoir peur. Soyez solidaires. Soyez une force pour l'autre. Donnez. Ça, c'est tellement important. Parce que la société, il y a toutes sortes d'embûches qui fait comme Charest qui fait peur avec la RQ. Si vous pouvez militer avec ces gens-là, faites-le. Ils ne sont pas violents. Et puis aussi, je vous dis à ceux comme je connais un cas, un père qui est seul, qui n'a pas ses enfants cette année, mais quelqu'un qui le connaît, invitez-le, laissez-les pas tout seul. Les enfants, allez voir vos parents dans les résidences. Maintenant, je veux savoir, Madame Francine, en dernier mot, je vous laisse le dernier mot. Quel conseil vous donnez à la génération qui vient, là, aux jeunes aujourd'hui? D'être un peu moins égoïste. Voilà, c'est bien dit, oui. Être un peu moins égoïste et moins individualiste, être plus solidaire, puis de joindre des groupes et des mouvements en quoi vous croyez. Mais surtout, mettez à prime abord la langue française au Québec. Merci Madame Francine Clément, résidente de la ville de Verdun. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions bien sûr Madame Francine Clément de son témoignage et ses engagements
J'espère aussi que nous allons vous voir, Madame Francine, dans d'autres émissions. Merci à notre technicienne au son, Madame Marion Longuet. Sans oublier, bien sûr, Radio Centre-Ville 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, je vous souhaite un excellent temps de fête, une bonne année, et je vous donne rendez-vous pour le 7 janvier 2011 pour la continuité de nos émissions. Merci bien et à la prochaine. Le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la bébière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel, puis lui c'est mon petit frère Samuel. Allô? En tant que porte-parole d'Opération Nez Rouge, là, on doit vous rappeler que ça prend un party, vous êtes un petit peu gorlot. Appelez un ami, un taxi ou Nez Rouge. Appelez Nez Rouge, appelez Nez Rouge. Puis si ça vous tente de vivre une soirée inoubliable, là, offrez donc vos services comme raccompagnateur. Embarquez avec nous avec Opération Nez Rouge. 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station. Matrix, une émission féministe et progressiste par et pour les femmes. Actualité, entrevues, musique, culture, annonces communautaires et plus. Tous les samedis matins à 10h30 jusqu'à 11h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Enfin, ma princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens à toi, mon amour. Mon amour. Princesse. Princesse. Allez, réveille-toi. Princesse. Quand un enfant n'y est pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation. Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.